dans ce projet d'une coopérative, je disais, ça mettait en branle des tensions historiques qui étaient latentes depuis toujours. C'est que, d'abord, ce rapport ambigu à la Compagnie de la Baie du Son, comme on peut avoir face à un père, le mot paternalisme vient à sa place dans les circonstances. Et alors, c'est une espèce de trahison de prétendre que quoi, on va dire, vous nous avez exploités, maintenant on va essayer nous-mêmes de se faire un magasin, parce que l'idée de magasin, ça c'était synonyme de compagnie de la baie. Les gens ne disaient pas je vais à la baie, ils disaient je vais au magasin. Alors là, l'idée que les autochtones aient un magasin, et puis en plus, qu'est-ce que ces imbéciles-là s'imaginent qu'ils vont être capables de gérer un magasin? Jamais, jamais un autochtone n'avait été nommé gérant du magasin. Ça, sur ce point-là, il y a une faille. Effectivement, jamais un autochtone n'avait été nommé gérant du magasin. Et les gérants étaient toujours des jeunes gens de Terre-Neuve, en général de régions, des gens pas gâtés. Des gens de la campagne, assez ascétiques, fiables, bon, en tout. Mais qui savaient marquer leur distance. Et il y avait toujours, bien sûr, l'intermédiaire, traducteur, collaborateur, un autochtone écrit, qui était assez âgé, qui était maintenant dans la cinquantaine avancée, ce qui est un aîné à ce moment-là. Et on faisait des réunions dans la petite école du village, puis tout le monde venait. Puis là, il y avait des débats assez vigoureux, ce qu'en général, les Autochtones n'aiment pas. Ils n'aiment pas que l'on amène en surface des tensions. Ça risquait de découdre le tissu de la communauté et du monde. Tout peut démandibuler, pour ainsi dire, l'ordre des choses si on se met à faire sortir les tensions, mais elles sortaient quand même, les tensions. Et je me rappelle sur cette histoire de trahison de la baie du Son, le vieux monsieur qui était le poteau qui arrimait la communauté à la compagnie, il avait dit, moi, ça fait 40 ans que je suis là. J'ai toujours eu des gérants qui arrivaient, qui changeaient. Je sais tout comment marche le magasin et jamais on m'a offert de mener le magasin. Il y avait eu, pour ainsi dire, un froid de réflexion dans la salle. Et ça avait ébranlé beaucoup de doutes. L'autre problème, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'est que coopérative, ça voulait dire des pères catholiques chez les Inuits qui avaient fabriqué ça, puis c'était pour établir leur domination contre justement la Compagnie de la Baie du Son ou contre le gouvernement fédéral. C'est très flou, il n'y avait pas de grandes analyses à faire là-dessus, mais on soupçonnait qu'il y avait quelque chose de pas catholique derrière cette association. Là, on avait un sacré problème, jusqu'au temps où moi j'ai dit à mes camarades, mes complices, qui étaient toujours évidemment les gens avec qui je travaillais, je disais, si on appelait le archdeacon, le super diacre, l'équivalent de l'évêque pour la région de la Végène, qui est à Moussouni, il est déjà venu, puis je l'ai rencontré, puis il m'a l'air d'un homme passablement moderne, ouvert et tout ça. Et on avait communiqué avec lui à la radio. Je ne me souviens pas si c'est moi qui lui avais parlé ou quelqu'un d'autre, mais on lui avait dit, regardez, on voudrait faire une coopérative, puis les gens disent que c'est des catholiques. Moi personnellement, je leur disais, ben non, j'avais fait venir la loi des compagnies, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est fait pour du monde qui n'a pas trop de moyens, puis c'est organisé, c'est bien fait, c'est bien conçu. On sait comment faire pour pouvoir devenir une compagnie, mais qui appartient à chacun des membres. Et il n'y a pas de religion là-dedans. Et on lui a dit, comment est-ce qu'on ferait? Pouvez-vous passer le message? Parce qu'il n'y avait pas de ministre permanent. Il dit, je vais m'y rendre. J'ai une tournée à faire des villages. Et il dit, comptez sur moi. Moi, je leur ai expliqué qu'il n'y a rien à voir entre la formule coopérative et la religion. Et il est venu et a parlé aux gens en leur disant, écoutez, là, ça n'a rien à voir. Les pères qui ont fait ça
en haut, parce que ça donne que c'est les pères qui s'y sont mis, ça aurait pu être des missionnaires anglicans ou quiconque, parce que généralement, ça prend quelqu'un pour servir d'intermédiaire avec les administrations, la paperasse, je disais tout à l'heure, j'ai fait venir la loi et les compagnies, ben quand même, j'avais le cours classique, puis suffisamment pour dire, de formation intellectuelle pour pouvoir décoder ce langage juridico-bureaucratique. Alors, quand ta fonction d'intermédiaire, de la même manière que les jeunes gens avec qui je travaillais avaient une fonction d'intermédiaire, en tout cas dans le peu que je pouvais apporter, parce que bien sûr, il fallait pour tout le monde parler en gris, ce que je ne faisais pas. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais apprendre à parler le cri. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller passer un hiver avec une famille avec qui j'étais très ami. Et puis, probablement, durant l'hiver, si je reste là tout le temps, j'avais même obtenu l'autorisation de mon employeur. Mais ce qui est arrivé, c'est que le projet des coopératives, il a décollé. Et là, je dis, ah, non, je ne vais pas aller m'isoler pendant trois mois à l'intérieur des terres. Ça n'a pas de sens, il y a trop de choses, il faut que ça marche. Puis effectivement, on réussit à se faire inviter à la réunion de fondation de la Fédération des coopératives inuites du Nouveau-Québec, ce qui était un projet qui couvait là-haut, mais qui se réalisait et dont la première assemblée générale avait lieu à Povnetou en 1968. Je signale en passant que c'est en 67, moi, que je suis rentré chez les CRI durant l'été de 67. J'ai donc, soi-disant, en passant, manqué d'expo. Que Dieu la garde, je n'ai jamais senti que j'avais manqué grand-chose. Quoi qu'il en soit, c'est donc au printemps de 68, voilà pourquoi je n'ai pas été capable de m'en aller pendant l'hiver, parce qu'il fallait se préparer, puis là qu'on montait notre projet de coopérative, parce qu'on avait l'accord du milieu, et j'avais enregistré les papiers pour fonder la coopérative. Et ça s'appelait la coopérative de Wiminji, parce que j'avais aussi, sur les entrefaites, trouvé un peu ridicule que l'endroit s'appelle Paint Hills, qui avait été rebaptisé par un géographe bien connu d'un nom français quand le Québec avait décidé de marquer sa présence symboliquement du nom de Nouveau Comptoir, par contraste à Old Factory, mais qui avait un désavantage, c'est que phonétiquement, Nouveau Comptoir, en cri, ça sonnait comme Noubobotoir, qui veut dire faire l'amour debout. Je trouvais que c'était peu respectueux. Et par conséquent, j'ai dit, tiens, pour pas qu'il y ait de chicane, pourquoi pas prendre le beau nom qui veut dire peindre la roche de l'ocre naturel qui sert pour les maquillages traditionnellement, Wiminji, l'ocre naturel. Parce qu'il y avait une montagne où les Indiens de la James venaient chercher cette poudre d'ocre ferrugineuse pour les décorations de fêtes, de guerre, et ainsi de suite. Wiminji, Women, la baie qui donne la couleur, les baies sauvages, le rouge, et Ji, le roc. Alors, la pierre de couleur. Et donc, on avait enregistré la coopérative de Wiminji. Wiminji Cooperative, sans plus de chichi. Et là, on s'était fait inviter justement à cette réunion de fondation de la Fédération des coopératives. Et je suis monté avec un de mes amis et complices, mon principal associé, David Visitor. Il n'y a pas de raison de ne pas donner son nom. Et j'avais appelé à Québec pour avoir le fric. C'était toujours bien d'avoir quand même une petite patte branchée sur l'administration, avoir le fric pour défrayer l'avion, puis s'il y a lieu, il ferait ses jours là-bas. Mais quand on est arrivé là-bas, ils nous ont installés dans des maisons, et c'est tout. Et comme on avait le teint assez sombre et qu'il n'y a pas simplement de métis, puis moi, j'étais avec un Indien, j'ai été pris pour un Indien. C'est intéressant parce que l'attitude des gens est un peu différente. Pendant 2 semaines, j'ai pas besoin de vous dire que ça n'existait pas à la grandeur du Canada et des États-Unis à ce moment-là dans un monde autochtone. Vous aviez des représentants de cette époque de 6 ou 7 villages, avec 2 observateurs venant des villages CRI,
Mais il y avait déjà une coop CRI à Wemidji, donc on n'était pas les seuls Indiens, il y avait aussi un autre Indien. Et tous ces Inuits autour de la table qui venaient de partout et qui discutaient de choses dont ils étaient responsables en disant « qu'est-ce qu'on y fait ?» C'était comme littéralement une assemblée politique d'autodétermination du développement de la région, parce que les coops étaient à fin ultique, on s'occupait de n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour le tourisme? Puis là, bien, sur les magasins, la gestion, l'affaire la plus dure, c'est qu'on n'est pas capable, le monde ne comprenne pas la différence entre profit et dividende quand on veut expliquer qu'est-ce que c'est. Et puis ensuite, on n'en finit plus de la comptabilité à double entrée, comment ça, puis des heures de temps, tout ça dans 3 langues, parce que il y avait là le père André Steinman, qui, lui, parlait la langue. Il y avait Peter Murdoch, qui était le directeur général qui venait d'être embauché, un ancien de la Compagnie de la Baie du Son, qui parlait le cri, mais les cris, qui parlait l'inuit, mais les cris ne parlaient pas l'inuit. Donc l'anglais, par politesse envers les cris, l'anglais était utilisé comme langue de traduction. Heureusement, sinon j'aurais rien compris s'il avait fallu que ça se déroule soit en cri, soit en Inuk. On était, moi et mon ami, quand on revenait le soir, on disait « ça se peut-tu? As-tu vu? Ils se mêlent de tout. Ils font comme s'ils étaient chez eux. Et qu'ils s'occupent de dire il faudrait qu'on... Ça nous prendrait une salle de cinéma. Les jeunes n'ont rien à faire. Ils iraient ça, puis on est obligé d'aller demander à charité du père, pour lui qui ensuite nous dit vous ne l'aurez pas s'il est fâché contre nous. Bon. Il s'occupait de tout. Et puis de la place de l'État, parce qu'évidemment, tout l'État est le personnage central, en dehors de la vie privée, de la vie immédiate des réseaux communautaires. Il n'y a que l'État. Et donc, il est fourré partout. Et donc, la coopérative, aussitôt que la coopérative, par exemple, a besoin d'emprunter, parce que toute petite entreprise, son grand problème, c'est d'avoir du capital pour emprunter. Mais pour ça, il fait qu'elle donne en garantie quelque chose, en particulier qu'elle soit propriétaire du droit foncier. La loi interdit aux Autochtones d'être propriétaires. Tu étais pris dans les affaires de gouvernement continuellement, et pour avoir l'accès à l'argent, tu demandais à une banque d'emprunter. Il disait « Qu'est-ce que vous avez à offrir en garantie? » Bien, disons, on a à offrir en garantie une vieille cabane sur un terrain qui ne nous appartient pas, à peu près 3000 km d'ici, dans l'Arctique. Bien, les banquiers disaient « Ça ne vous fait rien. Allez voir le gouvernement, parce que nous, on ne peut pas prendre des risques de ce genre. » Tu te trouvais donc... Peut-être que j'anticipe, mais il y avait déjà ces choses-là qui étaient autour de la table dès 68. J'anticipe parce que plus tard, j'ai fait une étude plus systématique du développement des coopératives au pays des Inuits. Et ça a été un point d'abrasion entre les relations entre les appareils de l'État et les coopératives. C'est toujours cette idée de l'accès au capital. Alors, tu redevenais marxiste si tu ne l'étais pas. Tu disais, le nerf de la guerre, c'est le capital. Mais sur le coup, on est revenu, mon compagnon David et moi, absolument enthousiasmés, en disant, une coopérative, ça peut faire n'importe quoi, pas seulement des magasins. On pourrait faire peut-être un camp de chasse. Alors qu'on là, on dépend du gouvernement fédéral pour donner des subventions, puis ils nous conduisent, c'est le paternalisme toujours, parce qu'on reçoit pendant 15 jours de temps, c'est pas nous autres qui s'en occupent. On est seulement assujettis. Puis, quelque part, quelqu'un a dit on pourrait faire une scierie, parce qu'il y a beaucoup de bois relativement le long de la rivière, là où on se trouvait, il y avait de quoi exploiter. Alors, on a sauté sur cette idée de scierie, et j'ai raccourci l'affaire parce que là, les gros combats de faire accepter la coopérative, là, s'étaient passés. Et là, l'idée de la scierie, c'était un problème de fric, de capital, puis de technique aussi. De technique. Là, je me suis mis à faire des démarches, puis par téléphone, par radiotéléphone, pour essayer de savoir comment on fait une scierie, quoi. Alors, tu es pris dans des questions techniques de la différence entre les scies rondes et les scies à ruban et tout ça.
Et entre-temps, il y avait une vieille... Enfin, les ruines d'un ancien restant de Syrie qui avait été bâti au moment où le village, en 1960, avait été construit. Et c'était de l'autre côté, et ça rouillait tranquillement. Il y avait quand même un moteur avec un banc de scie, et il y avait tout ce qu'il fallait pour couper du bois. Et strictement à l'intérieur du village, on a dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas la repartir en attendant pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Et ils ont dit, oui, il y a quelqu'un ici qui d'ailleurs était capable de scier. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui fait de la mécanique, on pourrait sans doute réparer le moteur. Ça nous prendrait de l'essence. Moi, j'ai dit, il y a des réserves ici que le gouvernement entretient. Si ça ne vous fait rien, on ne le dira pas à personne, ça va être ça. Et à un moment donné, on réinstalle la scierie. Quand je dis on, là, c'est les Autochtones, tout seuls. Pas de subvention, rien. C'est à quoi, papa? Mais à quoi? C'est un bout de papier. Là, l'idée de s'occuper soi-même, de partir des choses, c'était dans l'air. Alors, on finit par remettre en état cette vieille ruine, sauf que lorsque l'on sciait, le bois, les bio s'arrêtaient à un moment donné et la scie chauffait. Là, je fais des appels. Je parle à un ingénieur forestier qui dit il faut faire battre votre scie. Enfin, je vous épargne les détails. J'appelle le directeur régional des affaires indiennes. Je dis est-ce qu'on peut mettre une scie? Connaissez-vous ça, vous, les scies rondes? Bon, il faudrait la faire battre. Il paraît qu'il faut battre ça, ces maudites scies-là. On a envie de la battre nous-mêmes, mais c'est un art difficile. Puis, il faut payer sur l'avion. Ah ouais, mets ça sur l'avion. Correct. Fatigant. Bref, on a fait repartir la dernière scierie. Qu'est-ce qu'on a fait avec? On s'est coupé d'abord des bio-écaries bien écarés, parce qu'autrement, il fallait les écarrer avec des herminettes à la main. C'était pas gai. Pourquoi? Pour construire le magasin. Ça a été, on disait, c'est la première chose de production de la scierie, on construit le magasin. Les entrefaites, là, j'ai beaucoup travaillé auprès du gouvernement du Québec pour essayer de trouver une subvention pour bâtir une scierie. Il fallait avoir un bateau pour transporter le bois. Telle enseigne que l'année suivante, j'ai passé tout l'été ici à essayer de monter ça. On a trouvé une vieille scierie ronde parce que ça ne se faisait plus. Mais pour que les gens puissent s'en servir eux-mêmes, si on mettait une technologie trop avancée, ça aurait été encore faire venir des techniciens de partout. Il fallait que ce soit les gens du village qui, tout simplement, soient capables de l'opérer, quoi, de la faire fonctionner. Et là, ça faisait 2 ans et demi que j'étais dans le village et j'avoue que je commençais à trouver que les histoires que l'on contait autour du café commençaient à être toujours les mêmes. J'avais un sentiment de piétiner. Puis je savais que je ne ferais pas ma vie, là, moi, là, me marier, là, mettons, puis bâtir une vie, là. Non, j'étais d'un autre monde quand même. Puis j'avais toujours l'héritage familial qu'il faut essayer d'avoir un certain statut dans la vie. Alors une fois que le projet de scierie était bien lancé, je me suis légitimé de revenir en disant, depuis les bureaux québécois de la direction du Nouveau-Québec, je pourrais travailler, continuer sur le projet de scierie. Effectivement, ça a pris un petit moment avant que ça décolle. Donc, j'ai demandé si on voulait bien m'accueillir à Québec. Et le directeur général a dit oui, mais je n'avais rien à faire. Au bout de 2 semaines, je suis allé le voir, le directeur, j'ai dit je crois qu'il faudrait que je démissionne. Il souriait un peu. On a dit ah oui, vraiment, comme si je croyais que c'était tellement important que démissionner et brandelerait l'appareil de l'État. C'est pas tout à fait vrai. Mais il dit qu'est-ce que tu veux? J'ai dit je fais rien. Il dit qu'est-ce que tu veux faire? Je dis attendez, je vais vous écrire ce qu'il faudrait faire. Bon, il dit fais donc ça. Avec beaucoup de prétention. Là, j'avais fait quelques lectures, j'avais découvert le mot « community development ». C'était une manière d'insertion dans le vocabulaire à la mode, on dirait d'empowerment. C'est toujours la même maudite idée, organisation communautaire, animation sociale du côté français, c'est toutes des choses. Puis là, je me suis aperçu que ce que je faisais, c'était ça. Je faisais du community development, comme disaient les Anglais, ou je faisais de l'animation sociale, comme disaient les Français, ou je faisais de l'empowerment, comme on dit aujourd'hui. Que le diable m'emporte, mais je commençais à avoir du vocabulaire plus que
plus que nécessaire dans le sens où je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais en gros, je disais, ça doit être ça. Et j'ai proposé que les agents du Québec, les représentants du Québec dans chaque place soient désormais non plus des administrateurs de l'appareil bureaucratique, mais des agents de développement communautaire qui fassent, j'oserais dire, c'est un peu orgueilleux, même chose que j'ai faite, se rendre inutile. Les mots existaient et les fonctionnaires des affaires indiennes au 19e disaient « We're working ourselves out of a job ». 100 ans plus tard, on essayait encore. Sauf que, bien humblement, moi, j'ai réussi. La coopérative a fonctionné pendant 12 ans. S'il n'y avait pas eu la Convention de l'Abidjan, elle fonctionnerait encore. En plus, il n'y a plus jamais de représentant du Québec qui venait du Sud à Wemingé. C'est un jeune Indien qui m'a remplacé. Et ça a continué. Donc, ça que j'ai proposé, ça a séduit les autorités supérieures. Et je les ai entrefaites. Moi, avec mon diplôme, même pas fini des beaux-arts, même pas de diplôme, les 3 ans de beaux-arts, j'étais un bel insignifiant. Et j'avais découvert que le vocabulaire de l'expert, du savant, sur les affaires autochtones, c'était dans les sciences sociales et en particulier en anthropologie. Et les savants des affaires autochtones, c'était les anthropologues. Et moi, ça me prenait un diplôme universitaire. Alors, j'avais conçu le projet parce que j'avais un statut tellement infime à l'intérieur de l'appareil de l'État que je n'avais pas la permanence. J'étais encore sur le régime du professeur de français. Je gagnais presque rien et je punchais l'ordinateur, des heures de travail, comme un ouvrier. C'est parfait parce que je pouvais m'inscrire et suivre des cours à temps plein, le samedi, le dimanche, le soir, aller l'ordinateur, et à la fin de semaine, le moulinet à salaire arrivait. Un jeune homme doit avoir une blonde, un auto, et une job. Bon, ben c'est parfait. C'était un peu plus difficile de me faire une blonde, mais j'ai fait des économies au Nord, je me suis dépêché d'acheter un auto. Alors, c'est parfait. Alors, j'ai comme ça dit, je vais aller m'inscrire en anthropologie. Pendant que j'assumais des responsabilités de plus en plus présentes, je dirais, pas hiérarchiques. Je n'avais pas de titre. J'étais conseiller du directeur général aux affaires de développement. Mais en réalité, j'étais responsable, y compris de l'embauche, de tous les représentants du Québec dans les... Et j'avais 24 ans, 25 ans. Donc, il s'agissait de me garantir un diplôme pour pouvoir ensuite être intégré, puis faire une carrière, devenir un expert, puis une personne sérieuse, quoi. J'étais informé autour. Connaissez-vous des gens à l'université? Je ne connais pas ça, j'ai aucune idée. Sciences sociales, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Vaguement, on entendait parler. Mes parents étaient abonnés à la revue Maintenant, c'est le Chrétien de gauche. Et aussi, il était membre des Amis du Devoir dans les années 50, du temps de la lutte contre Duplessis. Et il était venu chez nous des gens qui venaient donner des conférences, envoyés par le Devoir. Et par conséquent, André Laurando avait mangé à la maison, couché à la maison et tout. Donc, il y avait là un côté d'ouverture sur l'organisation des choses politiques. Et le mot « sciences sociales » était apparu comme de raison au travers de tout ça. Il y avait même des noms qui commençaient à se faire connaître. Jean-Charles Falardeau, depuis plusieurs années, il écrivait dans la revue Cité libre, que mon père et ma mère lisaient. Dans le Devoir, Gérard Bergeron, le politicologue, écrivait. Léon Dion écrivait. Dans la revue Maintenant, Chrétien de gauche, Fernand Dumont écrivait. Des anthropologues, je ne me souviens pas, j'en ai connu, mais je ne savais pas vraiment, mais des sciences sociales, c'était des interprètes de situations qui, dans mon esprit, étaient prestigieux. Et comme expert, mon destin, c'était l'anthropologie. Alors, j'ai été m'inscrire en anthropologie.